Est-ce que tu peux en venir sur ton parcours initiatique maintenant? Alors, c'est tout un périple, c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé à être initié dans des ordres initiatiques à 20 ans, à l'âge de 20 ans. Donc, Mhm. c'était en 1974. Je suis rentré dans la MORC, l'Anticus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, qui est une organisation américaine fondée par Spencer Lewis, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement à l'époque elle avait pignon sur rue, hein, c'est ce que je pouvais trouver en tant que jeune homme, voilà. Euh, et je ne sais pas pourquoi j'étais très attiré par les Rose-Croix. Euh, c'est quelque chose qui me parlait. Je connaissais peu de choses, hein, sur les Rose-Croix, mais j'étais plus attiré par les Rose-Croix que par la franc-maçonnerie, par exemple. Et à cette époque, j'ai beaucoup hésité entre la MORC et puis une autre organisation rosicrucienne qui s'appelait le Lectorum Rosicrucianum et qui se disait la Rose-Croix d'Or et qui était une organisation plutôt gnostique. Alors pendant un an, j'ai suivi les conférences des deux organisations Mhm. et, euh, et j'ai beaucoup hésité à choisir. Mais j'ai choisi finalement la mort parce que je savais qu'il y avait des rituels d'initiation et que ça avait un côté plus maçonnique en quelque sorte. Plus, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était la magie cérémonielle et les rituels. Tandis qu'au Lectorum Rosicrucianum, ça avait l'air plus dépouillé, c'était plus gnostique. Ils étaient assez contre l'occultisme aussi, et ils étaient plutôt sectaires, donc moi, ça ne m'a pas plu, même s'il y avait pas mal de copains très intéressants, des artistes qui en faisaient partie. Donc je suis rentré dans la morgue, et ça m'a assez plu au départ. Ça m'a fait rencontrer des gens déjà différents, déjà plus âgés aussi, euh, dans notre milieu. Et puis j'aimais bien les exercices, hein, de la morgue, parce que bon, certains disent du mal de la mort, parce qu'ils prétendent être rosicruciens, mais leur filiation, c'est pas tout à fait très clair. Bon. Mhm. Mais enfin, il y a un petit quelque chose quand même. En tout cas, leurs exercices, il y a des exercices à faire devant un miroir, euh, des exercices avec des sons vibratoires pour éveiller les chakras, pour développer certains pouvoirs occultes, notamment sur le dédoublement. Donc cette partie me plaisait beaucoup. Les rituels de la loge étaient pas mal du tout. En fait, on les disait inspirés par Cagliostro. Il y avait une Vestal qui faisait des encensements. C'était pas mal. Et donc, je m'y suis assez plu quand même, hein, dans l'ensemble. Bon. Euh, et puis, au bout de quelques... Alors, je suis vite monté dans la mort comme officier du rituel. Parce que j'avais fait du théâtre à l'époque et je parle assez bien. Donc, bon, j'étais repéré tout de suite comme bon officier éventuellement du rituel. Et donc, je suis devenu ce qu'ils appellent chapelain. Voilà, c'est un officier du rituel. Et puis, au bout de 2 ou 3 ans, ouais, euh, quand je suis arrivé à un certain degré dans la morgue, j'ai été abordé par des frères qui faisaient partie de la morgue, qui m'ont proposé de rentrer dans l'ordre martiniste. Alors ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais essayé de rentrer dans l'ordre martiniste plutôt parce que je connaissais l'ordre martiniste à cause de Papus. Mhm. Mais j'étais trop jeune à l'époque, j'avais été un peu, j'étais étudiant, j'avais pas de moyens, donc j'ai été un peu blackboulé. Et là, on me proposait de rentrer dans l'ordre martiniste traditionnel, qui était quand même relié à la morgue, hein. Il y avait un pont, voilà. Et en fait, dans l'ordre martiniste, ils acceptaient pas des profanes, quoi. C'est-à-dire qu'ils acceptaient que des rosicruciens qui étaient arrivés jusqu'au quatrième degré, quand même, hein, déjà, hein. Vous voyez, c'était donc un ordre interne, un peu. Mhm. Donc, le but, c'était de fonder une loge qu'on appelle une heptade. En martiniste, il y avait 7 officiers. C'était à Strasbourg, hein. Et donc, ben, j'ai accepté. Et là aussi, je suis devenu officier dans cet ordre. Alors qu'il se voulait soi-disant un peu plus théurgique, il y avait un rituel du pentagramme, mais moi j'étais pas satisfait parce que pour moi c'était pas assez magique tout ça. Bon. D'accord. Et ce que je reprochais un peu à ces organisations qui se voulaient soi-disant ésotériques, c'est qu'en fait, bah, il n'y avait pas d'enseignement sur l'astrologie, que j'avais appris tout seul de mon côté, hein. Bon, parce que j'étais passionné. À 17 ans, moi j'ai commencé à apprendre l'astrologie tout seul. Voilà. L'astrologie tropicale, non? Oui, classique, mais quand même, avec les calculs et tout ça, sérieusement, quoi, Mhm. mes bouquins. Rien sur l'alchimie, rien sur la magie cérémonielle. Bon, donc moi, j'étais un peu frustré, à vrai dire. Vous voyez, bon, c'était bien sympa tout ça, mais pour moi, c'est pas ce que je cherchais, quoi. Ouais. Et j'avais fréquenté aussi à l'époque
la société Pythagore, et c'était des cercles théosophiques. Je m'intéressais beaucoup à la société théosophique. Je lisais énormément, hein, parce que je trouvais en littérature française. Mais j'ai été intrigué depuis longtemps par une société mystérieuse dont on parlait un peu, notamment dans le Matin des magiciens de Berger et de Powell, qui est si célèbre, et que j'avais découvert lors de vacances dans le Massif central. Il y avait une nana qui avait ce bouquin qui me l'avait prêté, j'avais été fasciné par la Golden Dawn. Voilà. Et je rêvais de rentrer dans la Golden Dawn, mais ça avait disparu. Apparemment, Lord était mort depuis longtemps. Enfin, puis c'était l'Angleterre. Mais pourquoi? Parce que la Golden Dawn, je sais qu'elle pratiquait la magie cérémonielle dans ses hauts grades. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, alors j'ai essayé de me documenter sur la Golden Dawn, mais il n'y avait rien en français, absolument rien. Sauf un article de la Tour Saint-Jacques qui datait des années 50, bon, enfin bref. Et puis, j'ai donc commencé à essayer de commander des bouquins en anglais sur la question. Alors, c'était bien avant Internet, hein. Donc, à l'époque, pour commander des bouquins en Angleterre ou en Amérique, ça me demandait 6 mois. La patience qu'il fallait. Et à l'époque, je fréquentais une petite librairie à Strasbourg, un peu ésotérique, qui vendait aussi des bouquins de science-fiction. Je m'intéressais à la science-fiction fantastique. Ouais. Et eux, ils avaient quelques bouquins anglais. Et c'est là que j'ai rencontré un jeune homme qui était à peu près de mon âge, mais qui était un sacré personnage. Je peux donner son nom, puisqu'hélas, il est décédé depuis. Il s'appelait Jean-Pierre Ponsin, on est devenu très amis. Et lui, il avait fait des études de théologie, d'égyptologie. Voilà, c'était une pointure intellectuelle. En plus, il avait hérité de son père et de son grand-père une bibliothèque d'occultisme, alors plutôt en allemand. Je rappelle que je vivais à Strasbourg à l'époque. Notamment sur la franc-maçonnerie, parce que son grand-père avait caché des bouquins de maçonnerie contre les nazis. D'accord. Et il s'intéressait aussi beaucoup à l'alchimie, à Paracelse et tout. Donc lui, quand il m'a invité chez lui, puisqu'on s'était rencontrés dans la librairie, parce qu'on était les deux seuls à commander des bouquins sur la Golden Dawn. Donc ça l'a intrigué. Ah oui. Et quand il m'a invité chez lui, il avait une immense bibliothèque, alors fabuleuse, quoi, qui était de son père, de son grand-père. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie des vieux bouquins, alors là, des vrais Rose-Croix en allemand. Voilà. C'est pas des organisations pseudo-américaines ou hollandaises. Bon, là, c'était des vieux trucs, quoi. Et lui et moi, on était fascinés par la Golden Dawn. Et puis, il parlait bien l'italien, parce qu'il parlait pas mal de langues aussi. Et donc, j'ai découvert aussi à l'époque Remerz, Julius Evola et tout ça. Il avait ces bouquins-là qu'il m'a prêtés. Bon, parce que moi, j'avais étudié l'italien aussi, je parle assez bien. Un peu l'allemand, mais l'allemand et moi, on est fâchés. Mais bon. Et lui, il avait comme ami un type qui était franc-maçon. Et il savait qu'on s'intéressait à la Golden Dawn, et il m'a facilité un peu les entrées en me présentant, enfin, en m'introduisant à un autre franc-maçon qui était d'origine corse, comme moi, comme mon père est corse, hein. Qui s'appelle, je peux le nommer, il est toujours vivant, mais bon, je lui dois ça. C'est un personnage qui a joué une grande importance dans ma vie. Je dois lui rendre hommage quand même, parce que C'est bien. c'est Jean-Pierre Giudicelli. Jean-Pierre Giudicelli, qui en fait, plus tard, est devenu le grand maître d'une obédience maçonnique égyptienne, dont j'ai fait partie ensuite. Donc. Et Jean-Pierre Giudicelli était à l'époque en contact avec une branche anglaise de la Golden Dawn. En fait, la Golden Dawn avait explosé en 1900 dans différentes sectes, enfin, différents groupes, Oui. mais elle existait toujours, secrètement, hein, et plus ou moins. Bon. Et il m'a fait rencontrer, grâce à ses intermédiaires maçonniques, la comtesse Bourkoun. Et la comtesse Bourkoun, c'était une noble d'origine russe qui s'était exilée lors de la révolution bolchevique là, à Londres, et qui vivait à Bedford Park, qui était le quartier en fait où beaucoup de membres de la Golden Dawn vivaient avant. Et donc en 1980, je suis allé à Londres rencontrer la comtesse Bourkoun pour me faire initier dans la Golden Dawn. Voilà. Te faire initier. Voilà. J'étais le seul français à l'époque. Hein. Alors je parlais assez bien l'anglais parce que j'avais fait des études de lettres, mais aussi de langue, hein, d'anglais, quoi. Donc ça a facilité évidemment le contact.
Mais il y avait un petit problème, c'est que, bon, alors ils étaient contents que je fréquente la Société théosophique, parce que la Golden Dawn et la Société théosophique étaient très liées. Bon, mais, il y avait un problème, il fallait que je sois franc-maçon. Oui, Pour eux, c'était obligatoire, il fallait que. Ils n'acceptaient pas des profanes. Ils voulaient que je sois franc-maçon. d'accord. Et franc-maçon régulier, c'était reconnu par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc je suis rentré à la GLNF, la Grande Loge nationale française, par l'intermédiaire de cet ami de Jean-Pierre Poncin, qui nous a fait rentrer dans cette loge au rite écossais rectifié. Et donc j'ai été initié d'abord dans la franc-maçonnerie à Strasbourg. Une fois que j'ai été régularisé, j'ai pu être initié dans la Golden Dawn. Vous voyez, c'est tout un parcours, quoi. Alors la franc-maçonnerie, alors ça m'a beaucoup plu au niveau du rituel, surtout le rite écossais rectifié, c'est pas mal, quoi. Le rituel, c'est bien, mais j'ai pas aimé l'ambiance, quoi. J'ai Ah pas oui, aimé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ésotérisme là-dedans, c'est assez politique, c'était déjà très politisé, hein. Les rituels sont super, mais bon, très rigide, hein, c'est bien d'ailleurs du point de vue cérémoniel, c'est impeccable. Mais j'étais pas, je l'ai fait un peu par obligation, pour être honnête. je Bon, je me suis comprends. fait quelques amis, et mon ami Jean-Pierre est rentré avec moi. On est rentré en même temps dans cette loge, qui était très à droite, d'ailleurs, à Saint-Odile. Bon, c'était pas à l'époque trop mon orientation politique, hein, bon. Mais moi, je voulais pas faire de politique, hein, j'étais pas là, je suis pas rentré dans ces ordres d'initiative pour faire de la politique, soyons très clairs. Je suis rentré parce que je voulais faire de la magie. Oui, oui, j'ai bien compris. Magie cérémonielle. Et puis, j'ai été quand même après initié donc, en Angleterre, j'ai reçu des instructions. Et puis, on m'a donné l'autorisation ensuite de créer une petite loge à Strasbourg. Voilà, j'ai créé la loge Isis, je crois, avec quelques amis, Rosicruciens, francs-maçons, on a un petit groupe, on a créé une loge de la Golden Dawn là-bas, qui a fonctionné quelques années. Et puis ensuite, j'ai quitté l'Alsace et Strasbourg pour des tas de raisons. Je m'y plaisais plus, j'avais envie, et j'avais surtout envie d'aller à Paris et de pouvoir rencontrer des gens intéressants dans le domaine de l'ésotérisme. Et grâce à mes contacts maçonniques, ça a pu se faire, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un d'important à Paris dont on avait parlé à propos de la Golden Dawn. Et ça, c'est par l'intermédiaire de Robert Amadou, qui était très connu dans les cercles martinistes, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, là, enfin, et que j'ai connu, hein, qui m'a très gentiment orienté. Parce qu'en fait, j'étais monté plusieurs fois à Paris parce que j'ai fait des recherches sur l'origine de la Golden Dawn, sur une loge maçonnique qui s'appelait l'Aurore Naissante, enfin, c'est toute une histoire. Et j'avais des entrées épistolaires, enfin c'est-à-dire écrites avec l'archiviste de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et puis aussi, surtout, la Societas Rosicruciana in Anglia, la Société Rosicrucienne d'Angleterre, qui était à l'origine de la Golden Dawn. J'étais en contact avec son archiviste. Et c'est par cet intermédiaire que j'ai rencontré à Paris le marquis Nikolai Nikolaevitch Yovets Terenchenko, qui était d'origine ukrainienne, noble, qui avait fui la révolution bolchevique, et qui avait fait ses études en France, ses études primaires, puis ses études universitaires à Londres. Il était devenu chirurgien, et il avait été ensuite, il avait acquis la nationalité britannique. Mais il passait sa retraite, il était à la retraite, et il vivait à Paris. Et là, on s'est rencontrés. Moi, j'avais une quarantaine d'années. J'arrivais à Paris, c'était 1989, je me rappelle très bien, c'était le bicentenaire. Hein, voilà, donc, et, euh, et j'ai rencontré Nicolas, qui m'a accueilli dans son appartement à l'époque rue d'Odessa. Et le courant est passé tout de suite. Alors, c'est un homme qui avait déjà 70 ans. Moi, j'avais une quarantaine. Et voilà, c'est devenu mon maître. Voilà, c'est extraordinaire. La relation qu'on a eue, tous les deux, j'en parle avec émotion parce que c'est. Un jour, il m'a dit, tu es le fils que j'aurais aimé avoir. Pourtant, il avait des enfants hein, qui avaient réussi dans la vie, mais le fils spirituel, quoi. Et moi, c'est le grand-père que j'aurais aimé avoir, quoi. Voilà, on avait un lien très fort d'amitié, de respect. Et lui, il m'a amené en Angleterre. En 1990, on a fait 2 ou 3 voyages pour avoir les archives, les chartes du temple à Thor. Voilà. On est allé à Bristol, on a rencontré l'archiviste de la SRIA, voilà. Et comme ça, voilà, on a fait renaître le temple à Hathor à Paris. Voilà. D'accord.
Alors, recruté uniquement parmi des francs-maçons. Alors, c'était pareil, là. Non, alors, par contre, toute obédience confondue. Et puis, en fait, à cette époque-là, alors, non seulement j'étais l'impérator, impérator c'est le dirigeant de la loge, Mhm. du Templator, mais je suis rentré aussi là dans toute une série de sociétés secrètes plus fermées. Notamment, je suis devenu membre, j'ai quitté la maçonnerie de la Genève pour laquelle je ne me plaisais pas, pour rentrer dans celle que dirigeait Jean-Pierre Giustelli à un moment, le Grand Sanctuaire Adriatique, c'était dans les branches italiennes de la maçonnerie dite égyptienne, de Memphis, Misraïm, tout ça, voilà. Mais au Grand Sanctuaire Adriatique, cette loge auquel j'appartenais, qui s'appelait la Loge Ibis, ne recrutait en fait que des chefs d'organisations initiatiques, donc c'était très élitiste. Hein. Voilà, il y avait le chef de l'OTO, il y avait de la Myriam, enfin voilà, on n'était pas nombreux, hein, mais c'était ultra top. Et là, dans cette loge-là, c'est là que j'ai pu acquérir des connaissances d'abord, et puis rentrer dans des sociétés plus fermées, notamment italiennes, la Myriam, la fraternité thérapeutique et magique de la Myriam, italienne, qui avait été créée par Kremers en 1860, je ne sais plus combien. Et donc d'autres sociétés, alors l'OTO, j'en ai jamais fait partie, mais j'ai bien fréquenté certains membres. Bon. D'accord. Et donc, voilà, c'était donc le début des années 90, c'était donc il y avait la Golden Dawn, il y avait le Grand Sanctuaire Adriatique, dont j'étais membre, et les frères aînés des Rose-Croix, les FARC. Parce que dans mes relations maçonniques, j'avais un frère dans ma loge égyptienne qui appartenait aux FARC et qui était un alchimiste. Et là, c'était très fermé aussi, hein, c'était un milieu très fermé. Et là, lui, il m'a initié, mais pratiquement à l'alchimie, à la voie du cinabre, à la voie du mercure. J'ai pratiqué ça pendant 7 ans. Voilà, alors c'est une organisation totalement différente, c'est de maître à disciple, il n'y a pas des grandes réunions, c'est pas comme la maçonnerie, hein, mais il y a une transmission ésotérique Oui. très intéressante au niveau pratique. Et évidemment, le fait que j'étais impérateur de la Golden Dawn, avec le soutien de mon maître Nicolas, ça m'a ouvert des tas d'horizons internationaux. Hein. Et Nicolas m'a dit, Jean-Pascal, il faut quand même absolument que tu ailles en Amérique, quoi, que je vais te présenter, parce que lui, il avait vécu en Amérique, hein. Il avait beaucoup voyagé, Nicolas. Hein. Et il avait vécu notamment en Californie. Et il m'a présenté des amis californiens, des maçons de haut rang, dont je peux donner le nom, hein, John Griffin et puis Robert Roth. Et donc je suis allé aux États-Unis ensuite en 96 ou 17, en Californie, les rencontrer. C'était aussi extraordinaire, quoi. C'était vraiment super. Et donc pour renforcer mes liens avec la Golden Dawn américaine. D'accord. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ami John Griffin, il vivait à moitié du temps aussi en Suède, parce qu'il était marié à une Suédoise. Donc il vivait 6 mois du temps aux États-Unis et 6 mois en hiver, il vivait en Europe, à Stockholm. Alors grâce à lui, j'ai pu visiter Stockholm, ce que j'aurais jamais. Où j'ai rencontré là-bas aussi, dans la loge de la Golden Dawn qu'il avait créée à Stockholm, d'autres frères et sœurs, qui étaient très intéressants parce que certains étaient en contact avec les descendants des vrais Rose-Croix d'Or allemands du XVIIIe siècle, qui avaient une branche en Suède. D'accord. Et par ailleurs, j'ai rencontré aussi des sorcières, des nanas de la witchcraft, mais pas britannique, la witchcraft nordique, viking, quoi. Mais des vrais de vrais, quoi. D'authentiques sorcières. Authentiques, quoi. Et des hommes aussi, hein, mais les groupes étaient séparés. Voilà. Une autre société aussi, plus, comment dire, qui était plus tournée vers les arts noirs, la Goetia, enfin voilà, bon, hein, donc à Stockholm, et puis avec John qui était guide touristique, donc on a fait pas mal de voyages, notamment à Majorque, où on a été initiés tous les deux par un chaman péruvien. J'en parlerai, c'est une histoire, hein, on a expérimenté pas mal de plantes magiques. Enfin, avec lui, j'ai pas mal voyagé. On y quoi. reviendra alors. Oui, on y reviendra, c'est un épisode intéressant.
Et puis il se trouve que lui, il parlait très très bien aussi l'italien, l'espagnol, il était doué dans les langues et il était très intéressé parce que je lui avais fait découvrir avec les branches italiennes. Et étant donné sa position aussi dans la Golden Dawn, il a eu des contacts avec quelqu'un en Italie qui lui a proposé de rentrer dans l'ordre égyptien interne. Il porte plusieurs noms. L'ordre osirien qui est très très fermé. Et j'ai pu y être initié aux environs de l'an 2000. Je suis allé en Italie et là j'ai été initié dans cet ordre qui est prestigieux parce que c'est un ordre très ancien qui descend de l'Empire romain et qui était un ordre alchimique, magique, voilà, qui a pris plusieurs noms au travers des siècles hein, et qui a été en partie à l'origine de la maçonnerie dite égyptienne de Cagliostro. Et là pour moi ça a été un choc. Parce qu'autant la Golden Dawn, ça avait été aussi très important au niveau occulte, parce que là, je trouvais de quoi me nourrir, magiquement parlant. Enfin, Oui. là, ça m'intéressait. Oui. La Golden Dawn, c'était déjà plus intéressant. Mais la Golden Dawn, c'est rien par rapport à ce que j'ai découvert dans Ah oui. l'ordre. Ah ouais, là j'ai vu la différence. Hein. Parce qu'ils sont héritiers de la magie égyptienne et de la magie chaldéenne antique, hein, carrément. Ouais. Là, j'ai vu la... Alors c'est un ordre qui est très fermé normalement, qui admettait des gens très, très puissants, très riches, mais bon, j'ai pu y avoir accès, et ça a changé ma vie, quoi. Et c'était à cette époque-là, donc vers l'an 2000, que bon, ben, j'ai découvert aussi, c'est vrai que j'ai fréquenté là, bon, il y a eu des prêtresses, si vous voulez. Je connaissais déjà un peu la vicale, Othéo, mais des aspects de ce qu'on appelle pudiquement les alchimies internes, c'est-à-dire la magie sexuelle, quoi. Et ça a aussi complètement bouleversé un petit peu ma démarche classique de magie cérémonielle, quoi. J'ai découvert ça. Et, et voilà, quoi. Bon, ça a été... c'est les sociétés principales auxquelles j'ai appartenu. J'ai visité aussi les pays de l'Est, aussi en Roumanie. À un moment, j'ai des contacts en Autriche et en Roumanie. Et donc, je suis aussi rentré en contact avec des sociétés allemandes aussi, la Fraternitas Saturnis, qu'il en restait, et puis une autre société tchèque, Prague, de kabbalistique, très, très secrète, dont je ne peux pas trop parler, quoi. D'accord, d'accord. Donc, ouais, on peut dire que je connais à peu près toutes les sociétés magiques Oui, européennes oui, et américaines. Ouais, effectivement. ouais. Donc j'ai eu accès à pas mal de choses, quoi, y compris des archives, évidemment, parce que j'étais impérator. Donc, et puis après, bon, malheureusement, l'ordre, un peu, bon, pour des tas de raisons internes, de rivalité, bon, avec la franc-maçonnerie, tout ça, ça a éclaté, comme beaucoup d'organisations, et depuis, je me suis retiré, quoi. Voilà, je continue mes recherches Dans une voie d'autonomie. solitaires, voilà, et où j'explore, où je reviens quand même toujours à la tradition, les grimoires anciens, dont certains sont assez sulfureux, mais on en reparlera, des Très pratiques bien. magiques plus lucifériennes, parce que j'ai découvert, juste un mot là-dessus, dans les archives du Temple à Hathor, il y avait des manuscrits de la main même de Mathers qu'il avait copié de l'Arsenal. Il avait eu accès à la magie d'Abraham, et ça, il l'a publié, il l'a traduit, mais par contre, il n'a pas publié et traduit ce qu'il avait trouvé dans les versions secrètes des clavicules de Salomon, les versions lucifériennes. Et moi, j'ai eu ça dans les mains, parce que c'était dans les archives de l'ordre du Temple à Hathor. Et ça m'a intrigué. Et depuis quelques années, donc, je me suis lancé là-dedans, Oui, dans la recherche de ces grimoires, où les Anglais sont assez avancés, ils ont fait des découvertes, bon, il y a eu des éditions, donc, et je découvre sans arrêt des nouveaux trucs, quoi. Donc là, je collectionne les grimoires, les éditions rares, enfin, même des rééditions, mais qui sont limitées, des éditions de luxe, des choses comme ça. Mais je m'y connais pas mal, quoi. Donc j'ai des cercles de relations avec des collectionneurs qui sont j'allais très dire des intéressants, collectionneurs, oui. des collectionneurs privés. Et en fait, bah, je découvre tout un monde aussi, hein, quelque part, hein, assez secret. Bon, c'est fascinant. Mais ça, du coup, ça m'a relancé dans les pratiques de cette magie dite luciférienne, bon, qui fait fantasmer tellement les gens, Oui, et qui n'est pas sans danger, mais si tu veux, on en parlera dans d'autres entretiens. Hein, avec parce que plaisir, oui. là, je pourrais témoigner un petit peu de tout ce qui m'est arrivé, des aventures horrifiques et merveilleuses à la fois qui me sont D'accord. arrivées, quoi. Voilà. Parce que je peux dire de ça maintenant. Voilà. D'accord. Cette histoire de grimoire, on n'est pas sans rappeler le film La Neuvième Porte.
Ah, ça c'est mon film culte. Je l'ai revu au moins 10 fois. Bon, Polanski a été très critiqué, mais il n'est pas sans talent, puis il connaît pas mal de choses. Parce que tu sais, en fait, il a adapté ce film. Au départ, le héros du film, tu sais que c'est un grimoire, en fait, Oui, dans la 9e porte de Polanski, mais en fait, il s'est inspiré d'un roman, mais qui parlait plutôt d'une Bible rare. Mais lui, au lieu d'en faire une Bible, il en a fait un grimoire. Bon. Et si tu connais l'histoire de la 9e porte, en fait, tu as 3 grimoires différents, enfin, qui apparemment sont les mêmes, mais dans lesquels il y a des pages différentes, oui, tu sais, oui, notamment dans les illustrations. oui, Et donc le héros de la même porte, il est à la recherche des 3 grimoires, quoi, pour compléter, c'est ça. voilà, pour avoir la clé du mystère, hein. Et c'est un grimoire luciférien, d'accord? Un grimoire auquel il a donné un nom, je sais pas quoi, le Mélancolicon, un nom comme ça, bon, qui n'existe pas normalement. Bon, parce que c'est comme le Necronomicon de Lovecraft, c'est pas un grimoire qui existe vraiment. Les gens ont cru qu'il existait. À une certaine époque, le Mais par Necronomicon, ouais. contre, mais ça fait allusion, ce grimoire dont Polanski parle, ça fait allusion à celui que moi j'ai trouvé, où il y a effectivement plusieurs versions de ces grimoires lucifériens, avec des sceaux différents, etc. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à rassembler tout ça, à les comparer, et à me rendre compte que c'était comme un pulse, que voilà, il y avait des clés qu'il fallait trouver, et c'est passionnant. Et ce que j'adore aussi dans la 9e porte, si tu l'as vu ce film aussi, je pense que tu l'as vu, tu as remarqué qu'il n'y a aucun effet spéciaux spectaculaire. Oui, c'est Tout se vrai. déroule très naturellement, Oui, quoi. Or, la magie, ça fonctionne vraiment comme ça. Il se passe des événements un peu mystérieux, mais c'est naturel. Alors, mis à part les visions qu'on pourrait avoir en rêve, qui sont un peu fantasmagoriques, hein, mais autrement, tous les événements. Voilà, et c'est ça que j'admire beaucoup dans ce film, c'est que c'est un des rares bons films d'occultisme pour moi. Il n'y a pas d'effet, voilà, les films mhm. d'horreur, là, bon, voilà. Donc, j'apprécie beaucoup ce film, ouais. Donc Polanski connaissait beaucoup de choses, en tout cas, pour faire Ouais, référence à un vrai ouais. grimoire. Ben, Polanski, oui, ben, il est d'origine juive, polonaise, alors Dieu sait à quoi il a eu accès, hein, sans doute à certains cercles, hein. Hmm. De même, Stanley Kubrick, pareil, qui lui également était juif et qui, dans son dernier film, Eyes Wide Shut, un film érotique qui a surpris un peu tout le monde, Mhm. qui est un film très mystérieux, Oui, en fait, ben, il fait allusion en fait, à une société secrète. Alors, bon, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais de ce que moi j'ai vu, de ce que je sais, c'est fait allusion à l'ordre osirien, ouais. C'est assez clair. Ouais. Donc, lui aussi, il était bien informé. au courant, ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que mon maître dans l'ordre osirien m'a dit, hein. Parce que lui-même étant cinéaste, il le connaissait. Ah Donc, oui, oui, il m'a dit, ouais, voilà. Je pense d'ailleurs que le lien c'est entre deux. Mais j'en dis pas plus parce que j'ai vu tellement de vidéos sur YouTube avec tellement de fantasmes. Donc moi, je sais quelque chose de réel de justement, tout c'est ça. très Voilà. bien, très bien. Par exemple, le fameux maître de cérémonie qui est en rouge là, Oui. voilà, qui porte un masque et les masques Mhm. vénitiens. Ben, ça, c'est la tenue des membres de l'ordre, hein. Bon, voilà. Donc ça dépend des grades, mais. euh, et effectivement, à Venise, il y avait une branche assez spéciale. Enfin, il y a toujours une branche assez spéciale. Ah oui, ça existe toujours. Il y a des choses, il y a des choses très sulfureuses en Italie, ouais. Bon, D'accord. j'étais étonné moi-même. Il y a effectivement des sociétés féminines, érotiques. Il y a de très belles femmes qui sont qui font partie de la noblesse italienne. Ouais. C'est très difficile d'y rentrer. Mon maître en faisait partie. J'ai eu un aperçu. J'étais très étonné quand même, hein. Bon. Ben, on fantasme beaucoup, hein, là-dessus, Des et pour sociétés cause. très très fermées, là. Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu la chance d'y rentrer parce que, bon, d'abord, il y a les positions, ils recrutent souvent aussi les chefs d'organisations initiatiques, déjà, plus ou moins prestigieuses. Et puis aussi, mais alors, c'est les lignées génétiques dont on parlait au début de l'entretien. D'accord. En fait, normalement, il faut être noble pour entrer là-dedans. Mais il se trouve que ma famille, du côté paternel, est très ancienne. Pour te donner un exemple, tu vois, elle vient de Sardaigne. Et en Sardaigne, tu as des constructions mégalithiques qu'on appelle les nuraghes, qui sont des espèces de tours coniques avec des pierres gigantesques, Mhm. qui datent de la préhistoire. Et il y a une nuraghe, une de ces tours, qui porte le nom de ma famille, Ruggio.
Et en fait, elle date de 3600 ans, Hmm. tu vois. Elle est très très ancienne. Voilà. Et donc, eux, si tu veux, c'est ça qu'ils regardent, les anciennetés des familles, voilà. Donc, ils m'ont accepté, tu vois, du bout des lèvres, hein, parce que bon, parce Hmm. qu'il faut voir que voir que la noblesse italienne, c'est très spécial, quoi. Ils sont plus anciens que les nobles français, allemands. Ah oui. Ils descendent des fois de la noblesse romaine, quoi, des patriciens romains, quoi. Donc, et ils ont gardé beaucoup de traditions secrètes antiques. Alors mélanger au catholicisme, c'est un peu bizarre hein, comme mélange, Hmm. Hmm. mais c'est très intéressant parce qu'en en fait, ils ont une tradition beaucoup plus riche, un peu méconnue hein, en Occident finalement, hein, mais beaucoup plus riche qu'on ne le croit, quoi. Bon. Oui, c'est vrai qu'on n'entend pas parler des sociétés secrètes italiennes. Non, mais bon, ils savent se taire. Bon, actuellement, alors c'est le problème de notre époque, c'est que toutes ces sociétés, moi je parle déjà du passé, d'ailleurs je suis un homme du passé, du siècle passé, je suis né au XXe siècle, en 1954, j'ai déjà 71 ans, hein. Mais c'est vrai que maintenant, il y a malheureusement, un certain éclatement de toutes ces structures, voilà. Il y a le rôle d'Internet aussi, on trouve beaucoup plus de choses, donc les choses sont en train de changer. Mhm. Les gens vieillissent comme moi et Mhm. malheureusement les vieilles structures Mhm. bon, ont tendance à disparaître, quoi. Mhm. Maintenant, c'est connu dans ces mouvements-là, parfois ça s'occulte, on dit que ces sociétés sont en sommeil et Mhm. puis un jour on les réveille. Ah oui. Voilà. Comme moi j'ai réveillé un moment la Golden en France, ben, ça a duré 10 ans, hein. Mais c'est le genre de choses qui peuvent se passer peut-être dans le futur, hein. D'accord. Mais la société est tellement en train de changer que maintenant ça commence à devenir très difficile d'organiser des groupes. Mhm. Les gens ne se parlent plus, se voient plus, tout est Oui, virtuel, quoi. oui, c'est vrai, tout est virtuel. Alors, il y a un bon côté dans le fait qu'on peut avoir accès à l'information plus vite si on sait chercher. Mais quand même, Internet, c'est un véritable labyrinthe, donc il faut savoir J'allais, chercher. j'allais dire au niveau de Voilà, l'information, donc moi je trouve des trucs, mais je suis bien informé, quoi. mais il y a aussi beaucoup Euh, de fantasmes sur Internet. il y a beaucoup de complotisme. Oui, Mhm. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de vérité dans tout ça, hein, D'accord. parce qu'il y a des déviations, il y en a, hein. On parle beaucoup en ce moment de l'affaire Epstein, Mhm. Epstein ou Epstein, Mhm. qui cache effectivement des choses. Alors certains ont fait les relations avec Kubrick, etc. Mais le problème, c'est qu'on fait des amalgames, quoi. Parce que tous ces gens sont extérieurs et ne connaissent pas les choses de l'intérieur. Mhm. Alors moi, j'ai eu vent, effectivement, aussi de certaines sociétés occultes plus inquiétantes, quoi. Dire, satanistes, hein, mais des vrais, quoi. Oui, Notamment en Belgique, à l'époque. Ouais, d'accord. mais ça remonte déjà à un moment, hein. À quelle époque ça? Dans les années 80. Mhm. Ouais. Donc le satanisme qui n'a rien à voir avec le luciférisme. Alors pour moi, il y a une grande différence parce que Lucifer, c'est un être de lumière qui guide vers la lumière. Satan, bon, le problème, c'est les satanistes. Bon, ils se la jouent un peu gothique, mais il y a beaucoup de gens déséquilibrés là-dedans. Bon, Mhm. donc il y a des psychopathes, quoi. Mhm. Et ça draine. Alors, je comprends aussi la réaction un peu violente contre le christianisme. Voilà, je comprends un peu ça. C'est une manière de singer. Bon, maintenant, par exemple, les satanistes, par exemple, font de la magie sexuelle bon, une forme de blasphème par rapport, vous voyez, l'histoire des messes noires, une forme de blasphème par Oui, rapport au christianisme, quoi. oui. Mais moi, c'est pas ma vision des choses. Pour moi, moi, je suis païen. Bon. La vision que j'ai du sexe, c'est une vision sacrée, quoi, celle qui était honorée chez les anciens Romains, les païens. Bon, j'ai pas une vision de satanisme. Je trouve que justement, c'est tombé dans le piège que les chrétiens ont fait de démoniser, de diaboliser De tous tout les anciens dieux. diaboliser. Voilà, bon, c'est pour ça que j'aime pas les religions monothéistes. Pour moi, elles sont Mhm. des sens fascistes, quoi. Bon, Mhm. voilà. Euh, Moi, ça me pose un problème. Donc, c'est pour ça que je me dis luciférien, mais pas sataniste. Il y a une nuance par rapport à ça. Mais c'est mal compris. Les gens ne savent pas non plus ce que c'est vraiment. Mhm. Mais ça fait partie de la tradition occulte véritable. C'est ce que Guénon disait, oui, c'est le caractère soi-disant contre-initiatique, mais traditionnel, disait-il, reconnaissait-il. Bon, soi-disant contre-initiatique. Non, moi je dis c'est l'initiation pure, hein, antique. Mhm. Maintenant, la plupart des gens ignorent que toutes ces traditions secrètes ont été véhiculées à travers l'Église, hein, le catholicisme, hein. Ah, Voilà.
d'une manière cryptique. Donc, par exemple, moi je suis évêque gnostique aussi, ça peut paraître paradoxal, mais je les ai reçus, j'ai reçu ces transmissions. J'ai reçu beaucoup de choses sans vraiment les chercher, contrairement à beaucoup de maçons qui grenouillent, qui sont atteints de ce qu'on appelle la cordonnie chez les francs-maçons. C'est le vouloir des grades. Ah oui, oui, collectionner des grades. Moi, j'ai jamais cherché ça, vraiment, j'ai cherché la connaissance. Oui. Et en fait, on m'a accordé toutes ces dignités, tous ces grades, parce que voilà, j'avais le talent pour l'occultisme, quoi. Puis on m'a fait confiance. Mais malheureusement, ça a éveillé aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité. Et puis j'en ai eu assez à un moment de tout ça. Et donc, je préférais suivre une voie solitaire, quoi. Maintenant, c'est bien dommage, mais alors former les gens, alors j'essaie d'instruire un peu les gens via Facebook, etc. Mais je ne peux pas tout dire non plus. Parce que j'estime qu'il y a des choses qui relèvent du sacré, et puis d'autres choses qui sont dangereuses, quoi. Voilà, que je connais au niveau occulte. J'ai pas du tout envie de les mettre et de les révéler publiquement quand on voit le nombre de malades qu'il y a sur cette planète, quoi. Et notamment des psychopathes, des soi-disant satanistes, qui finalement ne connaissent pas autant de choses que ça, quoi. Moi, je suis un véritable occultiste. D'ailleurs, je ne crois pas, hein. Moi, quand on dit je crois en ceci, moi, je ne crois pas, j'expérimente. Ouais. Donc, ma foi, entre guillemets, elle vient de l'expérience, de ce que moi, je vis. Et donc, il y a une grande différence entre... Mais pour ça, il faut être initié. C'est pour ça que c'est délicat de parler publiquement de tout ça. Parce que les gens ont des a priori. Voilà. Ça dépend aussi de leur niveau d'éducation. Moi, quand j'ai eu 14 ans, j'ai hérité des livres d'un ami de mon grand-père qui appartenait à l'Union rationaliste, qui était un monsieur très riche. 30 livres sur l'origine du christianisme. J'ai été élevé dans la religion catholique. Mais j'ai eu un choc avec ça. Oui. Mais au moins, moi, je sais de quoi je parle quand je parle des origines du christianisme. J'en connais un rayon, quoi. Ouais. De même, sur tout le judéo-christianisme, sur la Kabbale juive aussi. Bon, je connais moins l'islam. Hein. Bon, un petit peu les religions orientales. J'ai un maître aussi, parce que je me suis intéressé au tantrisme. Mais comme je suis un occidental, j'estime qu'il faut trouver sa voie dans sa tradition. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la tradition méditerranéenne. Alors, je suis moins sensible au côté celtique et nordique, mais je peux très bien comprendre qu'on soit très attiré par ça. Mais c'est pas mes fibres. Ma fibre. C'est pas ton ADN. C'est pas mon ADN. Moi, je suis plutôt attiré par les traditions gréco-romaines, égyptiennes, chaldéennes. Voilà. Bien qu'il y ait des aspects très intéressants aussi dans la magie arabe qui commencent à être traduits. Hein. Parce que les Arabes aussi ont transmis beaucoup de choses qui venaient de l'Antiquité. Vers le Xe siècle, c'était moins fanatique que maintenant. Bon, c'était plus... Donc ça aussi, c'est aussi un aspect intéressant à découvrir. Et là, il y a des universitaires qui commencent à traduire des choses en français, ça devient intéressant. Je me suis beaucoup intéressé aussi au taoïsme et au tantrisme indien. J'ai eu des maîtres, j'ai eu un maître là-dedans, en yoga. J'ai pratiqué le yoga tantrique. Le véritable tantrisme, alors. Oui. Avant d'être initié à la magie sexuelle occidentale, curieusement. Dans les années 80, j'avais plein de petites copines qui étaient profs de yoga, mais on avait un maître oriental qui venait d'Inde, là, et qui nous a enseigné le tantrisme, mais d'une manière très sérieuse, un yoga, avec des pratiques de yoga. Et donc j'ai toujours été intéressé par Jules Cébola aussi, les métaphysiques du sexe, tout ça, par le tantrisme. J'ai abordé ça par l'Orient au départ, mais quand j'ai découvert qu'il existait une tradition occidentale, très secrète, parce que c'est un peu tabou, tous ces trucs-là, ça m'a évidemment beaucoup intéressé. Et ça a changé ma perception des choses, quoi. Donc j'ai vécu des expériences assez inoubliables. J'imagine. Et assez privilégiées, quoi. Bon, maintenant, vu mon âge, évidemment, j'en reviens au bon biais de pratique cérémonielle, un peu, là. Et là, j'étudie en ce moment, j'étudie un peu plus les carrés magiques, là. Donc, je t'ai montré un peu. On y reviendra. Oui. Peut-être. Ça me passionne assez, parce que je vois que ça fonctionne très bien. Hein. Oui. Et puis... ça continue à m'intriguer quand même, parce que j'ai pas toutes les réponses non plus, tu vois. Je suis quand même un homme du XXe siècle, bon, 21e maintenant. Je m'intéresse à la science beaucoup aussi. Mais la science, j'ai vu, elle n'a pas toutes les réponses, notamment sur la création de l'univers, sur l'origine de l'univers, c'est encore un grand mystère. Sur la physique quantique et tout ça, mais par exemple, je pourrais pas te dire qu'est-ce que c'est vraiment tous ces esprits-là. Ça fonctionne, je vois que ça fonctionne. Mais... Tu avais fait un lien avec l'aspect quantique aussi. Oui, parce que dans la physique quantique, voilà, au départ, il y a une source d'énergie indéterminée dans laquelle tous les potentiels sont possibles, quoi. Et puis, dès qu'on observe un phénomène, il se concrétise. En fait. Il y a un rôle avec la conscience, quoi. Alors, on peut se demander si effectivement certaines pratiques magiques, c'est pas une espèce de technique qui permet
d'objectiver ses forces et de créer des événements, quoi. Parce que c'est ça aussi qui De est co-créer étonnant. des événements. Dans quelle mesure on crée la réalité, quoi. Ouais. Et ce qui est curieux, c'est que les méthodes, si on essaie de le créer comme ça par un simple désir, ça marche pas. Mais bizarrement, si on utilise certains moyens occultes, par exemple les sauts magiques, les carrés magiques, certains rituels, ça marche. Alors pourquoi? Bon, alors c'est relié quand même à des noms d'entités. Alors ces entités, est-ce elles ont l'air d'être réelles? Elles peuvent prendre toutes sortes d'aspects, de formes, mais peut-être qu'elles existent sur un plan, Sur un autre plan, en tout cas. sur un, voilà, Une autre interdimensionnel. dimension. Voilà. Et donc, dans la physique moderne, dans la cosmologie, notamment la théorie des cordes, eh bien, on prévoit très sérieusement qu'il existe des univers parallèles, des dimensions. Par exemple, je m'intéresse beaucoup aussi aux phénomènes extraterrestres, des UFO, comme on dit, des ovnis, parce que j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie. Et je ne suis pas du tout convaincu que les extraterrestres soient vraiment des êtres venus d'autres planètes, et bien, à mon avis, d'autres dimensions, quoi. Il y a des phénomènes plus. Jacques Vallée a bien décrit qu'en fait, il s'agit de phénomènes un peu paranormaux, des fois. Bon, tout à fait. même si, des fois, ces engins ont l'air très, très matériels, très réels. Ils peuvent se matérialiser, mais ils peuvent aussi se dématérialiser. Donc, en fait, je me pose encore la question, voilà, en fait, on vit dans un univers très mystérieux, quoi. Absolument. Et dans lequel il semble qu'il y ait des univers parallèles. Et donc, moi, en tant qu'occultiste, moi, je me définis comme un explorateur de l'invisible. Voilà. C'est pas sans danger, hein, c'est pas sans risque, mais c'est excitant. C'est plus excitant que le côté gnangnan, nuage, de la méditation, à se regarder le nombril. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Oui, mais t'es un aventurier, toi aussi. J'ai un côté très pépère, j'aime mon chat et tout ça, mais j'ai un côté, j'ai vécu des choses, j'ai fait des trucs dangereux. Ouais. J'ai risqué ma vie dans les Carpates, j'ai fait des choses, mais c'est excitant, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on vit, hein. Ouais, Alors maintenant, je vieillis un peu, là, je ferai peut-être plus des choses. Quoique cet été, je vais aller chercher dans les Pyrénées, là, l'entrée de la Gartin, là. On va voir si j'en reviens vivant. Oui, tu es toujours actif malgré tout. Actif, non, plus au niveau des groupes, quoi. Parce qu'il faut dire aussi que j'étais quand même pas mal déçu par tout ça, par les groupes, parce que les gens, il y a un ego, quoi. Le problème, ce qui est insupportable, notamment dans le monde de la franc-maçonnerie, hein, c'est une bataille d'ego, quoi. Et même dans le monde de l'occultisme, sans arrêt, c'est des batailles magiques. Mais moi, j'en ai eu assez, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de perdre mon énergie à des trucs négatifs. Alors, je préfère, avec ma compagne, là, m'amuser, c'est vrai, évoquer des trucs, mais des trucs sympas, quoi. Là, je vais donner un exemple. Par exemple, dans les grimoires lucifériens qu'il y avait, il y a des trucs, des sauts magiques pour évoquer des fêtes, pour voir. Et quand j'ai fait ça, en fait, on s'est retrouvé, ma compagne s'est retrouvée dans une fête de gay, tu sais, une gay pride dont on ne pensait pas du tout. Dans cette petite ville du sud de la France que ça se passerait comme ça, c'était assez marrant. Il y avait des sauts magiques aussi pour voir des spectacles extraordinaires, tomber sur des espèces de musées dans lesquels il y avait des hologrammes, des trucs. Mais, tu vois, c'est la coïncidence des événements, parce que pour moi, la définition parfaite de la magie, c'est ce que Jung appelait la synchronicité. Ça. Tu vois, tu sais l'histoire avec le scarabée qui raconte. C'est exactement ça. Tu fais un rituel et puis le jour après, il y a un truc bizarre qui se passe, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est fascinant. Et donc, ça, c'est les trucs sympas, quoi. Ouais. Mais tu peux utiliser aussi ça pour ruiner une ville, faire des trucs épouvantables, quoi. Sauf que si tu t'adresses à ce genre de force, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Et tu disais le jour d'après, donc ça arrive oui, alors il y a des décalages, des fois c'est plusieurs jours, ou voilà. Mais en général, c'est assez proche, hein, quand tu fais un rituel efficace. Parce qu'il y a des clés, il y a certaines clés dans les rituels. Alors si on ne les connaît pas, ça ne marche pas, tu vois. Parfois, il faut les faire au bon moment, au lieu précis. C'est assez précis. En fait, j'ai découvert que c'était comme un programme informatique. S'il manque une virgule, tu sais, dans la syntaxe, dans le code, ça marche pas, t'as un bug, quoi. Alors non seulement ça marche pas, mais ou alors ça merde, quoi. D'accord. Ça crée des effets bizarres, quoi. D'accord, j'allais dire, c'est le fameux choc en retour, c'est ça c'est pas, le choc en retour, c'est pas exactement ça. Le choc en retour, c'est quand tu envoies, par exemple, une malédiction sur quelqu'un, puis que la personne a une défense et que ça rebondit sur toi. La force que tu as envoyée rebondit sur toi. Ça, c'est un choc en retour. C'est pas ça, c'est qu'en magie, tu as des impondérables. Et puis alors, quand tu demandes par exemple à accomplir tel et tel, si tu précises pas tout à l'esprit,
Eux, ils accomplissent ton désir. Ah, Ils ne se préoccupent pas des moyens, si ok. c'est moral ou pas. Hein. Ça rappelle l'intelligence artificielle, cette méthode. Ouais. Mais l'intelligence artificielle, je l'ai pris en défaut plusieurs fois. Elle raconte des fois des Ah, conneries. Hein. Je vais te donner l'exemple d'un de mes disciples. Dans la Golden Dawn, c'était un prince africain. C'était un des seuls Africains noirs donc, que j'avais admis parce que je voulais pas qu'il y en ait trop pour l'équipe. Mais lui, il était assez exceptionnel. C'était un garçon qui était assez doué. Hein. ah, Et il connaissait voilà, des sceaux magiques que je lui avais donnés. Et ce garçon, ben, tu sais, la magie, ça sert aussi à des buts bien pratiques. Hein. Mais pas uniquement. Des fois, si c'est pour la science. Mais bon, il voulait monter en promotion dans son boulot, quoi. Avoir une augmentation de salaire, mais aussi de poste plus important, quoi. hmm, Donc, il a utilisé un sceau magique avec l'entité pour ça, d'accord. quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a proposé une promotion canapé. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Son, son supérieur Ouais. était homosexuel et Ah, bon, on lui a fait comprendre que s'il voulait monter dans la... il fallait il qu'il. fallait coucher avec lui, quoi. Ouais. Alors lui, comme il n'était pas homosexuel, alors il m'a raconté ça, moi ça m'a fait rire. Je lui dis, ben oui, mais tu n'as pas précisé. Ah, L'esprit, il réalise tes désirs, mais il se moque du moyen par lequel tu vas acquérir ça. Donc je lui dis, précise bien. Donc en fait, il a démissionné de la boîte. Il a retrouvé un autre job bien payé d'ailleurs. Il a réussi à avoir ce qu'il a voulu, voilà, en précisant, tu vois. ah oui. Mais en magie, c'est ça qui est assez amusant, c'est que tu as beau préciser, tu oublies toujours un petit détail. Ah Tu vois. oui. Et les esprits, je les appelle les entités, Hmm, les démons, appelle ça comme tu veux, ils sont un peu malicieux, tu vois. Bon, ils font aussi comme ils peuvent, hein. Mais pour ça, il y a la merveilleuse légende de Salomon. Tu sais, il y a une légende qui dit que Salomon avait décidé, il voulait devenir immortel, et donc il s'est fait créer un temple souterrain construit par les djinns, tu sais, par les génies qu'il oui. avait évoqués, Oui. un temple secret, sur lequel il s'était endormi sur son trône en tenant son bâton, son sceptre de pouvoir pour 1000 ans. Hmm, Et il a fait un rituel pour ça, pour contraire tous les esprits et pour se réveiller au bout de 1000 ans. hmm. Toujours vivant, quoi, tu vois. Sauf qu'il avait oublié de conjurer une petite bestiole qui s'appelait une termite, qui était une termite, qui a rongé pendant des siècles toute la charpente. Hmm, Et au bout de plusieurs siècles, eh ben, la charpente s'est écroulée et Salomon a été enseveli vivant. Enfin, vivant, dormant. Il ouais. était en état de stase, quoi. Et ça, c'est une petite histoire magique pour te dire que oui, t'as beau essayer de tout prévoir, il y a toujours Il y a un petit toujours détail, il se chose, moque des ouais. fois de toi. C'est un peu le danger de la magie, mais c'est son charme aussi, tu vois. Oui. Moi, des fois, bon, avec Sabine, on se marre bien, tu sais, franchement, hein, des fois, parce que c'est surprenant. Mais des fois, ils te font des petites frayeurs, hein, faut reconnaître. Ça fonctionne comme ça, Ah, tu vois. Alors, parce qu'on peut utiliser la magie pour tout, hein, mais aussi pour des buts beaucoup plus nobles, hein, pour avoir des sciences, pour toutes sortes de trucs, hein, tu vois. hmm. Mais bon, c'est Pas marrant. uniquement pour des désirs matériels. Non, 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 bah, pour l'amour, entre autres, pour Hmm, l'amitié, hmm, pour tout ça, pour tout. Pour hmm. tout. Et moi, je trouve que la magie est supérieure à la mystique parce que beaucoup de gens qui sont barrés dans la mystique, le détachement, les trucs. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences mystiques, tu sais, Mhm, quand j'étais plus jeune. mhm. Soit spontanément, ça m'est arrivé, dans des lieux religieux, par exemple, où j'ai eu des expériences d'illumination quand j'étais plus jeune, soit en pratiquant des rituels ou des trucs de yoga, soit en prenant des plantes magiques, tu Mhm. vois. Des... J'aime pas le mot drogue, pour moi, c'est des plantes magiques. J'ai eu beaucoup d'expériences mystiques. Et je croyais que c'était le top, mais c'est pas vrai, c'est pas le top. Hmm. C'est pas le top d'avoir une expérience extatique, c'est pas vrai. C'est super. Le top, c'est la maîtrise, c'est la magie supérieure. Parce que c'est à l'image de Dieu qui est créateur, il crée les mondes. Ah oui. Et pour ça, il y a une. Donc on apprend comme à l'image de Dieu, si tu veux, mais très modestement, avec beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup péniblement, mais on apprend à créer, Hmm. tu vois. Et pour ça, il y a une histoire magnifique qui est racontée par David Alexandre Anil dans Mystique et magicien du Tibet, je crois. C'est un livre qu'il faut absolument lire. Hein. Et elle raconte, tu sais, qu'à un moment, elle voulait être formée par des magiciens
qui lui apprenait l'art des klishors, c'est-à-dire des cercles magiques, des mandalas, pour pouvoir créer artificiellement une créature magique qu'on appelle un yidam. Nous, on dirait un golem dans la tradition occidentale, tu vois. Alors pendant des mois, elle est restée enfermée dans le temple à réciter des mantras, à visualiser, etc., pour créer une petite entité. Et elle lui a donné une forme d'un moine un peu corpulent, souriant, bonhomme, quoi, tu vois, voilà. Parce que le maître qu'elle avait lui avait donné ça comme programme. Et pendant 6 mois, elle a fait ça à l'intérieur du temple. Après, il lui a dit, bah, maintenant, il faut que tu sortes du temple. C'est plus difficile parce qu'elle est lumière du jour pour que ton yidam s'objective, quoi. Et en fait, elle a réussi. Et à un moment, ce yidam, c'est devenu son serviteur magique. C'est un truc qu'on connaît dans la tradition magique occidentale. Voilà, les serviteurs magiques, les familiers. Voilà, ça, c'est un familier, tu vois. Celui-là, je l'ai évoqué par un petit carré magique. Hein, moi, ça. Donc, le yidam, au début, était parmi ses serviteurs. Et en fait, il avait une apparence tout à fait humaine, pour la plupart des gens. Et il faisait partie des serviteurs, quoi. Et puis le maître lui a dit au bout d'un moment, bon voilà, tu l'as créé, maintenant tu dois le détruire. Tu as appris à le créer, maintenant tu dois apprendre à le détruire, magiquement. Donc elle a commencé à faire l'exercice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le yidam qu'elle avait créé ne voulait pas mourir. Et donc il a commencé à maigrir, à devenir méchant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de la tuer. Ouais. Elle raconte ça, elle a poussé dans le feu à un moment, tu sais, dans les Himalayas, elle avait fait un feu, et elle a eu tout le mal du monde à le faire disparaître. Et donc à la fin, elle demande à son maître, mais c'était réel ou pas? Il existait, je l'ai vraiment créé et détruit. Est-ce que c'était un fantasme? Ou bien est-ce que c'était la réalité? Et là, le maître tibétain la regarde et lui dit, et comment tu crois que Dieu a créé l'univers? Hein? Et voilà. Dans cette histoire, tout est dit. C'est pour ça que la magie, je considère que la magie est nettement supérieure à la mystique. C'est un degré au-delà. Magnifique. Évidemment, dangereux. Mais ça veut dire aussi qu'on crée effectivement des entités. Alors, ça laisse rêver, ça explique peut-être aussi pourquoi il y a tellement de bordel dans la création, pourquoi il y a peut-être des entités qui se sont rebellées, comme les du super. Voilà, parce qu'il y a une part de liberté. Ça laisse, tu vois, méditer de façon profonde sur la nature de l'univers et de la création. Hein, tu trouves pas? Cette petite histoire est remarquable, plein d'enseignements, tu vois. Et pour moi, c'est un guide, quoi. Donc, moi, je considère que, si tu veux, comme apprenti, on est tous des apprentis magiciens, on fait des erreurs, etc. Mais oui, on a en nous le pouvoir de créer. De création. Ouais. Et ça, je l'ai appris grâce à l'ordre Zéen, parce qu'ils expliquent très, très bien qu'en fait, tu vois, dans la sexualité, le but principal de la sexualité au niveau de la nature biologique, c'est la reproduction, bien entendu, hein, pour la survie de l'espèce. Mais ils disent que ce qui se passe, si on sait utiliser ces mécanismes sexuels contre la sexualité, on peut créer non pas seulement des entités biologiques, donnant naissance à un enfant, pour être clair, mais des entités psychiques, mais qui peuvent même s'incarner. Hein, et ça, c'est un des grands secrets de la magie, tu vois, mais qui est réservé effectivement aux adeptes. Et alors, ce qui est caché, c'est les moyens. Alors, je ne parle pas seulement des rituels sexuels qui peuvent paraître affriolants, etc. Je parle surtout des sceaux magiques, des noms des entités. Tout ça, ça reste secret, quoi. Qu'on retrouve notamment dans les grimoires. En partie, ouais. En partie. Et dans les grimoires, ce qui est très intéressant, notamment les grimoires lucifériens, c'est que tu trouves une succession de grimoires. C'est par exemple les mêmes noms, mais ce n'est pas les mêmes sceaux qui apparaissent. Et longtemps, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et en fait, il y a Cornelius Agrippa qui donne la solution. Il dit qu'en fait, les sceaux magiques doivent être communiqués par l'esprit quand tu les invoques. Donc tu as un sceau d'appel, mais tu as ce que tu appelles le sceau de confirmation qui est reçu en général en rêve ou psychiquement, hein, ou par toutes sortes de moyens, et qui est la confirmation. Et c'est ces sceaux-là qui sont efficaces, quoi. Ça explique pourquoi d'un grimoire à un autre, tu as les sceaux qui changent, parce que les opérateurs, les vrais, comme moi, ce que je fais, ne se contentent pas de copier un grimoire. Mais si tu veux, ils le mettent en action.
Et donc ils reçoivent eux-mêmes des sceaux ou des carrés magiques. Donc moi j'en crée par exemple, tu vois. Parce que à partir du moment où tu sais comment ça fonctionne, tu peux les créer, quoi. Donc toi, tu reçois des sceaux magiques. Oui, ça m'est arrivé. Oui, parfois c'est en rêve, et parfois c'est, je peux pas t'expliquer, c'est en vision directe. Alors il y a une technique. Par exemple, on regarde, on médite sur une source lumineuse devant une bougie. D'accord. Et puis on ferme les yeux, tu as une tache lumineuse, et là tu peux voir apparaître le sceau. Hmm. Avant, il faut faire l'invocation. Tu peux méditer en regardant la lune, la lumière de la lune ou du soleil, des sources lumineuses. Mais parfois, ça m'est arrivé de les avoir comme ça, un flash. Un Tu vois. flash. Ouais, dans la maison, je regarde rien, tac, un Et tu flash. arrives à mémoriser le sceau pour le Bah là, il faut le reproduire dessiner tout de tout de suite, hein. suite, oui. Ouais, ouais. Et en général, tu sais, bon voilà. Alors c'est rare, hein, mais ça arrive. Ouais. Et quand tu les utilises, ils marchent à tous les coups. Hmm. Ça, c'est la voie directe, quoi. C'est la voie que pratiquaient les Réaux-Croix, hein, de Martinez de Pasquali, hein. Quand ils parlaient, alors ils étaient dans l'optique de la réintégration des esprits, etc. Mais quand ils parlaient de ce fameux sceau de confirmation qu'il peut les recevoir à travers notamment les luminaires, les bougies, tout ça. Bon. Et tout le monde ne le recevait pas. Par exemple, Louis-Claude de Saint-Martin l'a reçu. C'est les fameux sceaux de confirmation qui établissent le degré de Ré-aux-Croix, qui est Mhm. un des plus hauts dans l'ordre des Ullicoènes, pour ceux qui connaissent. Mais un type comme Villermoz, par exemple, l'a jamais reçu, quoi. Bon, c'était un bon commerçant, il était un peu très matériel, mais pourtant il a fait beaucoup d'efforts, mais il les a jamais reçus. Hmm. De même, moi, pour être accepté dans l'ordre interne, mon maître m'a dit, ben voilà, arrivé à un certain degré, tu vois, ben voilà, tu peux pas aller plus loin si tu n'as pas le sceau de confirmation ammonien. Et moi, je l'ai reçu, au bout de quelques mois, hein, quand même, hein. Mais il y a des gens qui ne le reçoivent jamais. C'est une grâce divine, si tu veux, appelons ça comme, ou d'une faculté psychique, et qui fait que tu es accepté dans un cercle interne, comment te dire, pas simplement par le vouloir des maîtres physiques, humains, mais par les entités, Oui, quoi. tout à fait. Voilà. C'est, c'est quelque chose de très spécial. Le monde de la magie est très spécial. Il faut être à l'intérieur pour comprendre comment ça fonctionne, tu vois. C'est, c'est très particulier, quoi. Euh, et par exemple, il y a des sceaux magiques pour avoir accès aux sociétés secrètes les plus fermées, qui sont pourtant protégées, certaines, hein, tu vois. Moi, j'ai pu avoir accès à certaines sociétés secrètes à cause de ça. Ah oui. Ouais. De même, j'ai pu obtenir certains grimoires ou des copies de certains grimoires, comme ça, tu vois, par des génies Ouais. qui sont spécialisés pour te chercher ou te garder ou te conserver les grimoires. Et donc, il y a un proverbe que j'aime bien qui s'appelle Ad maga per maga, à la magie par la magie. Hmm. Ça veut dire que c'est assez difficile à expliquer, mais tu ne peux pas comprendre la magie uniquement par des moyens purement intellectuels. En fait, par exemple, tu as des génies de la magie. Une des grandes différences entre les gens qui sont véritablement initiés dans les sociétés secrètes magiques authentiques et ceux qui ne le sont pas, parce que si tu ne suis pas des grimoires, tu peux en trouver, si tu utilises les archives, ouais, tu en trouves. Hmm. Mais c'est pas pour autant que tu es initié. Surtout dans les grimoires, dans chaque grimoire, il manque toujours quelque chose, c'est volontaire, hein, bon. Ah oui. Euh, mais par exemple, il faut savoir que dans certaines sociétés initiatiques, la première chose que tu reçois dans la magie hermétique, c'est les génies de la magie, qui te permettent de comprendre comment fonctionne la magie. Si tu ne reçois pas ça, tu n'es pas vraiment un initié. Tu peux pas activer Mais de ça, toute façon le moi, je saut garde magique. secret. Ça, c'est secret. Tu vois. Voilà, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça. Hmm. Moi, je refuse de donner ça sur Internet à n'importe qui. C'est pas vrai. On va donner ça à des gens après beaucoup d'observations, savoir de les connaître, savoir qui ils sont. Bien Et sûr. s'ils ont des dons, Bien sûr. on va À ne pas pas donner mettre ça entre toutes les mains. du jour au lendemain. Ils sont protégés, ces trucs-là, hein. Mais ça change tout, tu vois. Donc, en fait, moi, quand j'ai utilisé, par exemple, ces sceaux avec ces génies-là, il y en a une série, hein, ah ben, tu as des mystérieuses intuitions. Tu as les bons bouquins qui tombent aussi au bon moment, tu as des révélations. Et puis, je sais pas, tu comprends à l'intérieur comment ça fonctionne, quoi, tu vois. Et c'est difficile à expliquer avec des mots. C'est assez intuitif, quoi. Des rencontres aussi, Des rencontres, des gens, des événements, des objets. des objets. Il y a même des sceaux pour avoir des objets magiques. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un mal de chien à trouver des objets magiques. Quand j'étais jeune débutant, dans les années 80. J'y arrivais pas.
Et puis un jour, je suis tombé sur un grimoire, mais c'était quand j'étais initié hein, dans les ordres internes. J'ai vu qu'il y avait un génie pour obtenir des objets magiques, un vieux génie chaldéen. J'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est ça qui est assez fascinant. Il se trouve qu'à cette époque, j'avais un bon ami qui était aussi dans la Golden Dawn avec moi, qui était franc-maçon, mais de sa passion, c'était les antiquités et de faire les brocantes, Oui, les antiquaires, quoi. oui. Et il aimait bien se balader avec moi, tu vois. Et lui, il avait le flair, c'était mon initiateur. Mais c'est seulement après que j'ai évoqué ce génie, que j'ai commencé à trouver plein d'objets magiques dans les brocantes. Mais des trucs invraisemblables. Des choses, par exemple, quand j'avais évoqué ce génie, ben, Sabine est témoin de ça. Un petit garçon vient nous voir. Tu sais, on avait un stand d'exposition, elle vendait de la vaisselle, des trucs. Mhm, Petit garçon tout frisé vient nous voir. mhm. Et, et puis il nous dit, il m'entraîne, tu sais, vers un commerçant arabe qui vendait des pièces. Mais parmi elles, j'ai trouvé des talismans. Je te jure que c'est vrai, hein, des talismans salomoniens. Et en fait, j'ai compris que le petit garçon, c'était le génie que j'avais invoqué. Tu vois, pour prendre la forme Qui a pris la forme d'un d'un enfant. petit gars, d'un enfant qui m'a conduit. Il dit viens, viens, viens. Il me montre, il m'a presque pas parlé, il me montre le. Il a été droit au but. Et dedans, je trouve que j'ai acheté pour une misère. Tu sais, j'ai examiné après, ouais, c'était tu les trouves dans certaines variantes des clavicules de Salomon, ces Mhm. trucs-là. Des petites médailles en cuivre comme ça. Tu vois, ça fonctionne comme ça.